Bonjour à tout le monde. Donc, bienvenue sur notre conférence concernant le sujet HP, multi-compétences dans le milieu professionnel. Donc, j'ai voulu créer, cette conférence dans l'objectif de présenter une nouvelle vision des individus au potentiel multi-compétences dans le milieu professionnel. Voilà. Je souhaite avant tout sensibiliser et alerter le grand public à l'idée que nous vivons actuellement dans un monde cloisonné avec une compétence unique. Ensemble, nous pouvons briser les barrières car les multi-compétences euh, sont des personnes avant tout, euh, oh là, j'ai un trou de mémoire. Je disais, il est possible qu'on peut être multicompétence sans pour autant être dissipé, brouillon, car tout est une question d'organisation dans le travail. Donc, je laisse nos invités à présenter leurs compétences et leur activité. Et ensuite, on va commencer par la première question. Donc, je laisse présenter Eva. Bonjour tout le monde, je suis ravie et je te remercie Chavi pour ton invitation. Moi, donc, j'exerce en tant que coach et j'accompagne spécifiquement les profils à haut potentiel, très haut potentiel, hypersensibles et aussi dans les enjeux de la sphère professionnelle, justement. Je suis énormément sollicitée sur ces enjeux-là et qui impactent aussi la sphère personnelle. Donc, je suis ravie de pouvoir aussi partager mon expérience personnelle en entreprise et justement amener des clés pour ces profils. Bon, avant que Cécile prenne la parole, j'aurais souhaité que les membres de LinkedIn nous indiquent pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils attendent de cette conférence. Voilà. Donc, qu'ils indiquent leur activité aussi. Donc, Cécile, à toi de présenter. Merci, bonjour à tous. Merci Chavi pour cette invitation. Donc c'est Célarias. Moi, je suis neuroscientifique. C'est pas ma voix d'habitude, j'ai une trachéite, donc désolée pour la voix toute enrouée. Donc je suis neuroscientifique, je suis spécialiste du fonctionnement cérébral depuis très très longtemps. Je travaille sur la performance cérébrale pour aider les entreprises et tout un chacun en fait à être plus performant avec son cerveau avec des outils qui permettent d'enregistrer les ondes cérébrales et de les améliorer. Et sinon, moi-même, je suis aussi THPI, donc je m'intéresse fortement à ce sujet, surtout depuis que j'ai 2 filles qui sont THPI aussi. Donc voilà, je baigne dedans depuis très longtemps. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de pouvoir relier, enfin j'espère que mon intervention sera pertinente pour pouvoir relier, en fait, expliquer en fait ce qui se passe dans le cerveau, les différences en fait, parce qu'en fait un cerveau HPI est très différent d'un cerveau normal, même si on n'aime pas du tout le terme normal, bien sûr. Mais voilà, et donc il y a des vraies différences anatomiques, structurelles, fonctionnelles, et donc je trouve que c'est assez intéressant d'expliquer à ce niveau-là aussi, parce que ça permet un peu de trouver des explications qui sont peut-être justement plus objectives en fait. Voilà. D'accord. Donc, on va commencer par la première question. Je donne la parole à Eva. Si Eva et Cécile peuvent nous donner la définition de ce qu'est un haut potentiel multi-compétences en milieu professionnel. Alors, un haut potentiel, c'est déjà une personne, comme le disait Cécile, qui va avoir des capacités cognitives différentes. Et multipotentiel, ça va être, multicompétence, ça va être, à mes yeux, cette appétence, cette envie d'aller sur différentes thématiques, qui va pouvoir mettre ses compétences, et j'utilise vraiment le terme appétence, envie, avec différents aspects, qui aura besoin d'être nourri et d'exprimer sa créativité au sein de diverses choses. Et c'est là où ça peut être, comme tu l'évoquais, complexe en entreprise avec cette notion de silo.
Donc, ça va vraiment être important de se dire où est-ce que je m'épanouis. Et on pourrait faire le raccourci de se dire que c'est des personnes qui sont spécialistes en rien. Attention, je mets des guillemets dans le en rien parce qu'ils vont avoir un besoin d'expérimenter et de tester différentes choses. Et des fois, des choses qui n'ont pas forcément de manière, je ne veux pas dire superficielle, mais de lien entre elles. Donc, c'est ce qui peut aussi questionner de se dire, tiens, telle personne, elle va aimer faire ça, elle va être douée là-dedans, mais elle va aussi aimer faire une chose qui n'a pas forcément de lien. Donc, c'est vraiment cette notion d'appétence et d'avoir envie d'explorer plusieurs sujets, plusieurs domaines, en fait. Et c'est là où ça peut venir frotter, en effet, avec ce côté, on attend des gens qui soient experts et vraiment spécifiques dans une chose et qui développent, alors que la multicompétence, j'ai envie de dire, ça va être, si on devait prendre une métaphore, qui va aller un petit peu goûter différentes choses dans le buffet et en se satisfaisant de choses différentes. D'accord. Avant de donner la parole de nouveau à Cécile, j'aurais souhaité que les membres de LinkedIn, évidemment, ils peuvent nous poser des questions et on essayera de vous répondre aux questions. Voilà, il faut nous poser des questions, il ne faut pas hésiter. Cécile ? Oui, alors moi du coup, je vais aborder directement la dimension neuroscientifique pour essayer de compléter ce qu'a dit Eva, qui était en effet très pertinent. Mais donc, en fait, ce qui se passe sur le plan du cerveau, c'est qu'on va avoir un cerveau qui va être plus rapide. Et alors, plus rapide, pourquoi ? Parce qu'on a analysé, il y a en effet plus de matière blanche. Et en fait, la matière blanche, c'est, pour rentrer un petit peu dans le détail, c'est donc la gaine de myéline qui est autour des axones, en fait, dans le neurone. Tout ça va en fait, c'est vraiment, chez le HPI, il y en a plus, et la myéline permet d'aller vite d'un neurone à l'autre. Et du coup, c'est ce qui explique la rapidité. Et donc ça, c'est la définition du HPI. Souvent, ça va déjà la personne qui va très vite intellectuellement, quoi, déjà. Mais justement, parce que c'est vraiment expliqué sur un plan neuroanatomique. Et c'est vrai qu'en fait, on a aussi beaucoup de liens qui se font, du coup, entre les différentes zones du cerveau. Et Eva a raison, parce que le cerveau d'un HPI, il aime bien ça, faire des liens. Et donc, c'est vrai que s'il est cloisonné dans une seule compétence, on pourrait dire ça, il va un petit peu une seule compétence qui lui fait travailler une seule zone de son cerveau, mais en fait, il va vite s'ennuyer. À la fois, il a beaucoup de connectivité entre les régions, ça c'est une force, mais à la fois, il en a besoin, en fait, pour trouver un sens à son travail. Voilà. D'accord. Bon, avant de passer à d'autres questions, je vais poser la question aux membres de LinkedIn. Comment les entreprises, notamment votre entreprise, encourage-t-elle le développement de multicompétences dans le milieu professionnel? Voilà. Donc là, je vois qu'il y a des questions. On va leur répondre tout à l'heure. Hein. Et donc, on va passer aux deuxièmes questions, si ça ne vous gêne pas. Ça vous va, Eva? Oui, parfait. Moi, la deuxième question, c'est quel est leur impact sur la performance en équipe? Donc, Eva. Okay. Je voulais remercier Cécile aussi pour sa précision scientifique, parce que je trouve que c'est vraiment important. Il y a un peu des fois cette notion de vue de l'esprit. Les gens ont cette vue de l'esprit qui sont atypiques et que ça va vite. Moi, j'aime utiliser l'image du flipper, donc ce côté, voilà, la matière blanche qui va activer tout ça, et puis ça va créer un lien et quelque chose de pétillant. Donc, je trouve vraiment important de se dire que c'est pas qu'une vue de l'esprit. Enfin, pour aussi amener ce côté. Non, il y a une réalité scientifique qui est présente. Donc voilà, je tenais à insister là-dessus. Et donc, Chavi, en effet, moi, je me suis perdue dans mon... Tu peux juste reposer la question, c'est comment... Alors, quel est l'impact sur leur performance en équipe? Ok. Par rapport à la notion d'équipe, ça va être intéressant de voir que les profils atypiques, ils ont cette double enjeu, je dirais. Alors, je ne sais pas si c'est enjeu ou envie ou appétence, à la fois d'être très orienté dans le collectif, vraiment cette empathie, cette vision, dans la majorité des cas, hein, attention,
on généralise, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas particuliers, mais vraiment cet enjeu du collectif, de se dire je me donne à fond pour le collectif, j'ai vraiment cette vision du collectif, tout en ayant aussi cette notion de je vais vite, donc des fois je me sens un peu dissonant. Et par rapport à ta question, c'est ce qu'ils apportent, ces multicompétences, ça va être sur des métiers, j'ai envie de dire, très transverses, où là, justement, il y aura cette possibilité de multicompétences, de créer du lien. Comme tu disais, Cécile, il y a du lien dans les idées, mais du coup, c'est ce qui permet de rassembler quand on fonctionne très en silo. Je dirais surtout potentiellement dans les grands groupes où tout va être très structurel, avec des entités très spécifiques. Et là, ces personnes-là, leur atout, ça va être de créer du lien et de ne pas se cantonner à leur domaine. Souvent, ils vont avoir l'envie d'une vision globale et donc de s'intéresser à ce qui se joue en amont, à ce qui se joue en aval, à ce qui se joue aussi en transverse. Donc, avec cette vision-là, ils vont pouvoir créer des connexions et de l'interaction. Encore faut-il, et c'est là où il y aura toute la limite, qu'on les laisse explorer ces domaines-là et qu'on les laisse être en transversal, en fait. D'accord. Donc là, on va laisser Cécile répondre et ensuite, on va répondre à quelques questions des membres. D'accord, Cécile? Oui, alors sur la performance en équipe. Je répète la question, peut-être. Oui. Quel est leur impact sur la performance en équipe? Oui, alors moi je dirais que voilà, comme Eva, en fait, du coup, ils peuvent trouver aussi des solutions. Voilà, alors sur un autre plan, du coup, on peut aussi dire que le cerveau d'un HPI fonctionne beaucoup sur un plan des ondes cérébrales en mode θ. Et le mode θ, ça va être beaucoup sur l'imagination. Et c'est aussi le mode θ, c'est aussi celui de la mémorisation. Donc souvent, ils mémorisent très vite. C'est comme ça qu'on reconnaît les enfants THPI au début, les HPI. Mais voilà, c'est un fonctionnement en mode θ, donc c'est tout le temps en train de chercher, trouver des idées, etc. Donc voilà. Et donc forcément, c'est apporteur de solutions que les autres membres de l'équipe peuvent éventuellement ne pas voir. Donc il faut que l'équipe soit en effet bienveillante et accueille ces nouvelles idées, parce que sinon c'est assez frustrant d'avoir des solutions et puis qu'elles ne soient pas appliquées. Bon, ça peut être assez compliqué à vivre. L'autre notion que je voulais aussi aborder, donc moi je reste sur un plan tout à fait neuroanatomique, c'est la neuroplasticité qui est supérieure chez le HPI et donc qui va lui permettre de s'adapter. Et ça, en entreprise, dans les équipes, ça peut être assez bien. En fait, il y a une très forte capacité d'adaptation quand même, de ressenti des autres et tout. Donc en fait, quand il est bien dans son équipe, qu'il est bien reconnu, accepté aussi dans son originalité, ça peut être vraiment un élément de plus dans une équipe. Bien sûr qu'il va pouvoir ouvrir des horizons, je pense. D'accord. Donc là, je voudrais qu'on réponde un peu les ressentiments de Célia. Vous pouvez afficher, Kevin. Donc, Célia qui nous dit, où sont les questions de Célia? Alors, Célia nous fait des remarques sur ça. En équipe, j'adore ça, mais beaucoup de jalousie des collègues et même les responsables se sentaient dépassés par ma vitesse. C'est moi qu'on venait voir pour les grosses réunions et les préparations des audiences, car je travaillais vite et bien. Ça va être un des enjeux en entreprise, c'est-à-dire, comme je disais, il y a sens du collectif pour ces profils, avec vraiment une envie de se mettre au service, tout en ayant souvent un peu d'ignorance au sens de leurs compétences, de se dire non, je vais pas si vite que ça. Enfin, il y a une espèce de dualité pour les personnes qui soit ne le savent pas, soit aussi veulent un peu le mettre sous le tapis pour diverses raisons. Et en effet, il peut y avoir ces enjeux en entreprise d'ego ou de jalousie. C'est-à-dire, comme le disait Cécile, cette créativité, cette capacité d'innovation. On met un THPI, HPI en brainstorming, c'est le feu d'artifice. Du coup, il s'en nourrit. Et pour le coup, les autres peuvent le voir comme quelqu'un qui va être très présent,
qui va proposer des idées, voire qui va sortir du cadre, entre guillemets, qu'on lui impose, hein, c'est-à-dire vraiment, non, on est venu pour travailler là-dessus, donc si l'idée déroge un petit peu de ce périmètre-là, ben, tout de suite, ça va être ramené, et un peu cette peur que peut avoir certains de se dire, il va prendre ma place, en fait, il veut prendre ma place hiérarchique, donc il va y avoir toutes ces choses-là qui fait que ça vient brider les personnes, en fait. Et comme le disait Cécile, on met une personne créative dans un terreau fertile, ça va être une immense source d'innovation et de collaboration. En plus, c'est vraiment ça. C'est cette espèce de dissonance qu'il y a entre son envie de contribuer au collectif et l'image qui peut être renvoyée de dire, mais en fait, je suis trop créative, je vais trop vite, ça va pas. Et pour autant, donc il y a vraiment cette espèce de dualité. Et comme le disait Célia, et en plus, le paradoxe, c'est qu'à la fois, on contient, et en même temps, on vient nous solliciter. Donc, il y a une espèce d'enjeu où, des fois, on a du mal à se dire, mais en fait, c'est quoi le truc? D'accord. Alors là, je vais demander à Cécile de répondre à Béatrice, qui disait l'interaction est aussi importante que le travail en lui-même, métaphoriquement. Courir seul dans son couloir est stimulant au départ, puis ennuyeux ensuite, comme s'il manquait un aspect nutritif émotionnellement et cérébralement. Oui, c'est vrai, je comprends tout à fait cette question. J'ai pas forcément la réponse. Là, je sais pas si Eva aura plus de réponses que moi, du coup, sur ça. Alors, Eva à la rescousse. Ouais. Je dirais la rescousse, oui et non, parce qu'il peut y avoir justement, quand il y a cette notion de vitesse, et attention, quand on dit vitesse, hein, c'est pas tracer sa route pour dire je laisse tout le monde derrière, c'est être à son juste rythme pour soi, comme tu le redisais Cécile, hein, avec toute cette myéline et puis ces connexions qui vont plus vite. En plus, dans ces moments où il y a de l'ouverture pro à la créativité, donc là, c'est vraiment... et il peut y avoir cette notion de, oui, métaphoriquement, je trace mon chemin, et quand je me retourne, je me rends compte que les autres n'ont pas suivi. Et ça ne veut pas dire que je veux délibérément les laisser derrière, ça veut dire que je suis allée à mon rythme qui est bon pour moi. Et c'est là où ça peut être compliqué. Parce que même si Cécile elle le disait, il y a de la capacité d'adaptation, de suradaptation, c'est un peu cette danse entre comment je permets d'être toujours en lien avec les autres quand je vais vite. Donc des fois, ça va redemander de revenir, entre guillemets, je ne vais pas dire à son point de départ, mais d'avoir fait son cheminement intérieur et de se dire, là, comment je me nourris dans ma vitesse tout en me sens pas tout seul. Et là, c'est un enjeu qui n'est pas toujours évident. Et c'est aussi peut-être, alors j'ai envie de dire le verbaliser, mais ce qui n'est pas toujours non plus en fonction du prisme de l'autre, parce qu'il va y avoir cet enjeu de je ne veux pas passer pour quelqu'un d'arrogant, je ne veux pas passer pour quelqu'un de supérieur. Donc, peut-être parler de ses besoins et de se dire, dans ma créativité, comment je m'autorise à explorer cette vitesse sans me sentir avoir passé la ligne d'arrivée, pour reprendre la métaphore de Béatrice, tout seul en fait. Je vois qu'il y en a beaucoup qui parlent de jalousie, et c'est vrai aussi que voilà, ça crée des jalousies, comme ça crée des jalousies à l'école, comme ça crée des jalousies au collège, en entreprise, on reste là-dedans. Je crois que ceux qui arrivent à expliquer, qui sont en HPI, parce qu'ils pensent que déjà c'est assez bienveillant là où ils sont, en fait, derrière, il faut peut-être expliquer que, voilà, prendre le temps d'expliquer que c'est pas forcément une supériorité, mais que c'est une différence. En fait, bien insister là-dessus, sur la différence. Et c'est pour ça que moi, j'ai assez à cœur le fait d'expliquer justement qu'il y a des différences au niveau du cerveau et que finalement, personne n'y peut rien, mais que justement, l'événement organisé par Chavi aujourd'hui, c'est super important, justement, petit à petit, pour faire bouger les choses et pour expliquer qu'en fait, personne n'y peut rien, mais que cette différence, elle peut être justement source d'enrichissement si tout le monde accepte ce principe-là. Voilà. Et je voulais rebondir aussi, Cécile, quand tu parles de jalousie, j'ai l'idée qui m'est venue. Des fois, vouloir se minimiser
oh c'est rien, c'est pas grand chose qu'on peut avoir naturellement envie de dire, ça peut exacerber ça, c'est-à-dire si l'autre il se dit mais attends elle a fait un truc super rapidement, bravo, et si on est en mode non mais c'est pas grand chose, ça peut créer aussi ce truc de dire non mais attends moi je galère, j'y arrive pas, elle est là, oh ben non c'est pas grand chose, et c'est là où ça peut venir frotter parce que en voulant minimiser pour soi pour pas paraître arrogant, on peut au contraire exacerber le truc en disant ah, le fichier, ça m'a pris 10 minutes. La personne se dit attends, moi j'aurais passé 2 heures, je n'aurais pas réussi. Et donc, à vouloir des fois minimiser, ça ne veut pas dire oh oui, merci, c'était extraordinaire, mais juste le remettre au bon niveau pour montrer à l'autre que bah ouais, ça m'a fait plaisir de le faire. Ben tu sais moi j'aime bien ça donc j'y arrive mieux, enfin ramener ça aussi pour limiter le truc de dire bah vouloir tellement minimiser, on crée quelque chose des fois qui est contre-productif en fait. Bon, on va essayer de répondre à Alexandre qui disait le terme de HPI pose problème parce qu'il dégage une notion de supériorité alors que le côté neuroatypique a cette notion de différence. Donc, on va continuer sur le troisième, continuer sur notre lancée. Quels défis rencontre-t-on pour garder les talents en entreprise? Alors, moi, levez la main, vous deux. Tu veux y aller, Cécile? Alors, j'y vais sur le plan neuroanatomique et après, tu complètes. Okay. Alors, sur le plan neuroanatomique, déjà, l'environnement de travail. L'environnement de travail, il faut comprendre en fait qu'il y a plus de récepteurs sensoriels la plupart du temps chez les HPI. Donc, il va y avoir plus de récepteurs au niveau des yeux, plus de récepteurs au niveau des oreilles, plus de récepteurs au niveau du toucher. Et en fait, du coup, ils vont être vite agressés s'il y a trop de stimuli. Donc, des fois, déjà, il faut un environnement qui soit calme. Voilà, on va avoir du mal des fois, enfin, certains HPI vont avoir du mal dans les open space, dès que c'est trop bruyant, etc. Donc, et ça, c'est pareil, c'est pas de leur faute. C'est juste qu'il y a tellement de récepteurs que du coup, ça va faire plein d'informations qui rentrent dans leur cerveau et du coup, ils vont pas pouvoir se concentrer et être efficaces. Voilà. Après, il y a le besoin de nouveauté, un besoin d'être stimulé cognitivement. Ben, ça, on en avait un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, ils ont besoin d'avoir des défis intellectuels. Et moi, je rajouterais aussi le besoin d'avoir du sens et d'être cohérent avec ses valeurs. Voilà, je te laisse continuer, Eva. Avant que Eva continue, je vais vous poser des questions de piège aux membres. Il faut qu'ils travaillent un peu aussi. Bien sûr. Non, aux membres, avez-vous des exemples de vos compétences multiples ont été un atout pour votre carrière? Voilà, donc eux, ils travaillent et nous, on continue. Eva. Oui, en effet. Et puis, peut-être que pour rebondir sur ce que disait Cécile, pardon, cette notion, elle a été pas mal mise en lumière avec le télétravail suite au Covid. Ça a permis à des personnes, des fois, d'en prendre conscience parce que des fois, elles pouvaient se dire, fais un effort, prends sur toi de travailler en open space. Donc ça a permis aux gens d'expérimenter, de se dire tiens, je suis beaucoup moins fatiguée quand je travaille à la maison ou quand il y a beaucoup moins de collaborateurs, c'est plus confortable. Donc c'est aussi se faire confiance et tester pour soi, se dire tiens, quand en effet il y a moins de monde, je me sens moins sollicitée, moins fatiguée. Donc, il va y avoir ça. Ce que disait Cécile, vraiment le besoin de sens, mais c'est tellement une ligne directrice qu'en fait, on en oublie que c'est presque la colonne vertébrale mais combien de fois les gens disent ça n'a pas de sens. Donc, à leurs yeux, ça n'a pas de sens. C'est une sorte d'aberration viscérale, mais voire même, c'est là où c'est dissonant, quoi. On a l'impression que... Alors, je vais mettre une métaphore, mais c'est comme si le cerveau, il disait, mais non, ça n'a pas de sens, on n'y va pas, quoi. Alors, bien sûr, c'est pas scientifique ce que j'expose là-dedans, mais c'est un peu ce qui est ressenti. Et cette congruence, parce que comme tu disais, Cécile, il y a plein de capteurs, mais il y a aussi plein de capteurs intuitifs, invisibles, énergétiques. Les gens ressentent beaucoup. Et donc, cette congruence, pour conserver les talents, c'est des valeurs, mais c'est des valeurs qui sont incarnées et qui sont vraiment au quotidien. Alors, au quotidien, je pose peut-être le curseur loin, mais qui sont vraiment aussi vécus et qui ne sont pas juste sur la charte,
sur un papier, quelque chose qu'on remet en réunion, rappelez-vous la valeur ça et ça, parce que ça, pour les atypiques sensibles, ça va être un peu un truc, mais une explosion, quoi, de dire, mais non, en fait, cette valeur-là, elle n'est pas du tout incarnée, voire même c'est l'inverse qu'on vit dans le quotidien, et c'est là où ça va être vraiment très confrontant. Donc, comment permettre aux talents de rester, ou même aux entreprises, et que ce soit pour attirer les atypiques ou pas, c'est en fait d'être aligné avec ses valeurs, congruent, de savoir aussi être un peu dans l'individuel, c'est-à-dire, ouais, peut-être qu'il y a des gens, l'open space, ils adorent, d'autres, ils n'aiment pas, et c'est pas juste un caprice de se dire, tiens, en fait, c'est quoi qui fait que tu n'aimes pas ça? En fait, ça me fatigue, le bruit, l'horloge qui tic-tac, ça me dérange. Enfin, toutes ces choses de dire, en fait, c'est quoi qui fait que... Donc, ça demande de plus de temps parce qu'il faut aller vers des solutions plus individuelles, en fait. Et comme tu le nommais, c'est pas un caprice. C'est pas, tiens, moi, j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas. C'est questionner, en fait, et être vraiment dans qu'est-ce qui donne envie aux gens d'être présents? Qu'est-ce qui motive? Parce que quelqu'un de motivé, il va forcément dépoter plus fort. Bon, là, on va essayer de répondre au ressentiment de Odile. Vous pouvez me mettre, comment dire, le contenu, parce que Kevin. Alors, Odile, qui nous disait, je me pose des questions de quitter mon poste car mon entreprise passe à la semaine de 4 jours. Le rêve pour certains salariés, mais pour moi, j'ai besoin d'être stimulé et d'apprendre en permanence, donc moi de défi ne me convient pas. Voilà. Donc, je vous laisse interagir et après on passe à une autre question ou Oui, alors moi j'aurais envie de dire que déjà le 5e jour peut être sur un défi qui n'a rien à voir avec le travail en fait. Il y a plein de choses qu'on peut explorer et en tant que HPI, je pense que il y a plein d'autres domaines aussi, même des domaines, je ne sais pas, sur le développement personnel ou sur, des options, des loisirs, des choses à apprendre, à explorer aussi à côté du travail. Et puis, moi, j'aurais envie de dire que vraiment, vraiment, si on sent que ça ne va pas, en fait, voilà, quand on est HPI, il faut arriver, en fait, je pense, alors je ne sais pas s'il va confirmer, mais à dire, OK, je fonctionne comme ça, et est-ce que là où je suis, ça me convient en termes de sens, de valeur, de rythme de travail aussi, d'interaction avec les autres, etc. Alors, bien sûr, il ne faut pas quémander la lune non plus, mais je pense qu'il faut que les choses importantes y soient. Et après, il ne faut pas hésiter, c'est... chacun sa vie, chacun ses règles, quoi. Je pense qu'il faut y aller, quoi. Il faut se dire, OK, j'ai besoin de ça. Pour moi, c'est fondamental, donc je choisis en fonction de ça. Voilà. Est-ce que c'est fondamental ou pas, en fait, à chaque fois? Donc, on va répondre aussi à une des remarques d'un invité mystère. Mais donc, avant cela, je vais poser la question aux membres. Donc, c'était quels sont les défis que vous avez rencontrés en essayant de développer plusieurs compétences et comment avez-vous surmonté? Là, la question est pour les membres qui nous écoutent. Et sinon, je voudrais que vous laissiez apparaître le contenu de notre mystérieux invité. C'est LinkedIn User, là, c'était pas mal ces remarques, Kevin. Kevin User, donc c'est Zoro qui nous pose. Non, c'est pas celle-là. Une autre question plus longue. Juste pour répondre à Caroline à sa question, est-ce qu'on doit le dire sur son profil? Là est tout le débat. Ça va dépendre de l'ouverture d'esprit et est-ce qu'on n'est pas dans le cliché? Parce qu'il peut y avoir des personnes qui vont être dans le cliché du qu'est-ce que c'est un atypique? Donc, et ça, c'est aussi à chacun de se questionner, de se dire, OK, si je le fais, ça peut être quoi la conséquence? Dans un sens comme dans l'autre. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas de règle. C'est aussi de se dire comment je me sens bien avec ça. Et si c'est OK pour soi de le faire, de le faire. Et si on est dans j'hésite, je doute, suivre son instinct aussi, s'écouter et oser se dire non, peut-être que j'ai pas envie de l'afficher. Donc ça, c'est vraiment aussi à chacun de prendre sa décision. Alors, c'est bon? Vous avez affiché, ça a disparu. Alors,
L'invité mystère nous dit certaines entreprises ne sont pas nécessairement adaptées pour accueillir les personnes à haut potentiel HPI. Il existe souvent une forte ego au sein des équipes, telles que les personnes HPI ne bénéficient pas toujours du soutien de leurs collègues. Bah, ça, c'est sûr que quand on dit qu'on est HPI, on est déjà mal vu. Donc, il ne faut pas avoir du soutien. C'est pire, je dirais. Qui veut interagir à cette remarque? Bah, je dirais que oui, la neuroatypie de manière générale en entreprise est quand même, en théorie, dans certaines entreprises, présente. Mais je dis en théorie, parce que quand on creuse un peu en pratique, on se rend compte que des fois, c'est quand même un peu de la façade et qu'il n'y a pas grand-chose de fait pour. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de sensibiliser, d'expliquer en quoi c'est un atout. Donc, c'est sûr que si on est sur des entreprises avec un fonctionnement très micromanagement égotique, parce que ça aussi, le micromanagement, c'est une catastrophe pour les personnes HPI, parce que ça va vraiment venir les confronter avec leurs besoins. Et aussi ces égos, parce que ces enjeux d'ego qui des fois viennent heurter justement aussi les valeurs. De se dire, quand je pense au collectif, mon ego, il n'a pas à être en premier. Donc ça, c'est aussi une réalité. Il y a quand même une part d'entreprise qui n'est pas du tout dans les faits ouverte à ça. Donc ça va être aussi peut-être des secteurs, c'est-à-dire les secteurs créatifs, d'innovation, les secteurs où on pressent qu'il y a quand même un accueil et pas un fonctionnement à l'ancienne, en silo, micromanagement, où on chapeaute chacun. Et suivre encore une fois ses ressentis, parce que les personnes quand même atypiques, THPI, HPI, ont quand même une bonne sensibilité intérieure. Donc, suivre aussi leur instinct, leur intuition, de se dire le truc. Et puis, quand il commence à y avoir des alertes, de se dire, je peux aller ailleurs aussi. Et ça, c'est vraiment important de se dire, est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, Cécile, est-ce que je me sens nourrie, en fait? Ou est-ce que je m'éteins tout doucement? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui sont, par résilience, s'éteignent dans la sphère pro parce que n'osent pas forcément changer ou se remettre trop en cause. Parce qu'il y a aussi cette compétence de se remettre en cause. Mais à vouloir tellement se remettre en cause, il y a un moment, on peut s'éteindre en prenant sur soi, en fait. C'est ça, il faut oser briller. Donc, avant de, attaquer notre troisième question, je vais poser les questions aux membres. Quels sont, selon vous, les mythes courants associés à la multicompétence et comment pouvons-nous les déconstruire? Là, c'est pour eux. Donc, nous allons faire la quatrième question, c'est-à-dire, est-ce que les HPI sont innovants en général? Cécile. Alors, oui. Donc, comme j'expliquais vite fait tout à l'heure, en fait, il fonctionne en mode θ. Donc, en fait, il y a différents modes dans le cerveau. Il y a le mode concentration, qui est le mode bêta. Il y a le mode imagination, qui est le mode θ. Pour faire vite fait, on est soit concentré, soit en imagination. Et eux, ils ont un cerveau qui fonctionne tout le temps en mode θ, en fait. Donc, ils peuvent se concentrer s'il n'y a pas de souci de concentration. Mais après, ils repassent en mode θ. Et ce mode θ, c'est le mode de créativité tout le temps. Quand vous êtes en train d'imaginer une histoire peut-être, mais aussi de penser à un problème. Quand vous cherchez une solution, vous êtes aussi dans ce mode θ. C'est le mode des pensées en général. Et en fait, le cerveau des HPI, il est tout le temps dans ce mode-là. Donc, en fait, ils vont tout le temps trouver, avoir des nouvelles idées, tout ça, parce qu'ils sont toujours en train d'imaginer des solutions. Et comme ils ont un cerveau qui fonctionne vite, ils vont imaginer la solution, ils vont imaginer à quoi ça va servir, les conséquences de la solution, les conséquences de la solution. Et du coup, ils vont pouvoir aller très vite et trouver vite non seulement la solution, des fois, des nouvelles idées et en plus les conséquences à long terme de chacune des idées. Donc en plus, ils vont pouvoir choisir la meilleure idée. Donc ça va aller très vite. Et il y a une autre chose aussi, c'est pardon, le réseau de mode par défaut. En fait, on appelle ça, c'est en fait quand le cerveau il n'est pas en train de faire quelque chose, il est juste tranquillement au repos.
Et ben, en fait, c'est là souvent qu'arrivent les nouvelles idées, l'intuition, voilà. Et justement, là, le cerveau au repos de HPI est beaucoup plus actif qu'un cerveau au repos normal, même si j'aime pas le terme normal encore. Mais voilà. Qu'est-ce Et que c'est donc, la normalité? Est-ce que voilà, c'est non, c'est nous pas la normalité, mais c'était pour dire pas HPI, quoi, du coup. nous, on Voilà. serait pas normal. En fait, c'est ça. Donc, C'est mais les qui cerveaux dit que pas la HPI, si vous normalité? voulez, ils ont un mode par défaut comme ça, alors que le cerveau Oui, HPI, il a un mode par défaut où déjà, il est super actif. Et c'est dans ces ouais. moments-là qu'en fait, qu'il va trouver plein de choses. Et voilà, tout ça, donc en fait, on reprend sur un terme de scientifiquement prouvé, quoi, en fait, du coup, qu'un cerveau qui va plus vite. Et donc, oui, la réponse est oui, il est vraiment beaucoup plus innovant, quoi. À toi, Eva. Et Voilà. j'allais dire, merci pour ces explications. Et justement, ce mode réseau par défaut, ce qui va être intéressant, c'est d'en prendre conscience. Parce que des fois, il peut y avoir ce truc de je procrastine. Mais non, en fait, j'ai mon cerveau, il est en mode réseau par défaut. Il est en train d'assembler les pièces du puzzle sans que je m'en rende compte. Et c'est là où ça va être une nuance de je processe et je procrastine vraiment parce que le truc m'ennuie ou je veux pas le faire parce que ça me fait peur. Donc, ça, c'est vraiment intéressant comme notion. Et c'est de se dire, oui, si je laissais mes idées un peu se perdre en elles-mêmes, c'est-à-dire, ça va être des situations, par exemple, je jardine, je cuisine, je conduis, où là, il y a d'un coup les idées qui font pouf, pouf, pouf. Et on se dit, mais j'ai toujours des idées un peu comme ça, c'est parce que on est dans ce mode-là, en fait. Et si on l'utilise au bon sens du terme, sans s'épuiser à vouloir absolument quelque chose, c'est aussi là laisser ce ronronnement fonctionner tout seul et permettre l'innovation aussi. Et j'ai envie de dire, moi, je laisse l'esprit divaguer, quoi. Et c'est là où il va rassembler une idée avec une lecture qu'on a eue, avec la nature, avec quelque chose d'autre. Donc, innover, ça peut aussi être, parce que je lis qu'il y a pas mal de gens qui se sentent bridés, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, mais rien ne nous empêche de nous débrider dans la sphère perso, de faire de la créativité, de la peinture, de l'écriture, du théâtre d'impro, de s'intéresser à la métaphysique, enfin, de vraiment aussi aller explorer sa créativité dans d'autres domaines, en fait. Donc, on répond, comment dire, aux membres Oui. qui Ouais, je viennent vais à répondre à nos la lives. question de Je vais leur Valérie. donner une autre question et on va répondre à leurs questions. Donc, aux membres, quelles sont les compétences additionnelles trouvez-vous plus précieuses dans votre secteur d'activité et pourquoi? Voilà, ça c'est pour les membres qui nous écoutent. Et nous, on pourrait répondre à une des contenus, Kevin, par exemple, Valérie. Vous mettez Oui, Valérie. je veux bien répondre à Valérie, là, du coup, c'est parce que c'est moi qui ai dit ça tout à l'heure. Donc, Alors, en Valérie. effet, j'ai dit que le HPI, c'était plutôt une différence. Alors, en fait, d'accord, c'est un haut potentiel. Mais déjà, quand on fait le test de QI, donc, il y a plusieurs choses qui sont explorées. Et quelqu'un peut très bien être THPI, HPI ou MTHPI. En ayant une ou deux choses qui sont extraordinaires, il va être classé comme THPI, alors que pas du tout sur tout le champ du QI déjà. Donc ça, c'est assez important à comprendre. Et puis, moi, je voulais faire le parallèle avec le sport, quoi. Par exemple, quand on va avoir un champion olympique, par exemple, et tout le monde va faire waouh, voilà, parce que waouh, cette personne-là peut être très bonne, je sais pas, moi, il court très vite, et puis voilà. Et à côté de ça, c'est tout. Et la personne avec un HPI, c'est pareil, quoi. Elle est super bonne dans un truc en particulier. D'abord, c'est qu'un truc en particulier. Hein. Ça peut être la logique, ça peut être les mathématiques, ça peut être. Voilà, c'est pas du tout une personne intelligente partout, sur tout. C'est sur un domaine, ou deux, ou trois, mais maximum souvent. Et là, du coup, c'est focalisé. C'est extrêmement bon sur un point, d'accord, un petit peu du coup supérieur, mais comme un sportif peut être supérieur, comme quelqu'un, il y a des gens qui sont grands, ils sont supérieurs en taille, enfin, voilà, la supériorité ne veut pas forcément dire, même si elle crée des jalousies, malheureusement, surtout sur le plan intellectuel, mais. Moi, je souhaite intervenir sur ça parce que Oui. moi, je dis que quand ça nous intéresse, on peut tout faire. Mais quand ça ne nous intéresse pas, ça ne décolle pas. Voilà. C'est vrai aussi. Donc, il n'y a pas de domaine spécifique si ça nous intéresse. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça. Hein. Si ça m'intéresse, c'est terrible.
Je suis obsédée sur le sujet. C'est de A à Z, c'est une vraie fouille merde. Mais quand ça m'intéresse pas, ça décollera pas. Donc, c'est même pas histoire de une ou deux compétences. C'est est-ce que le sujet nous intéresse? Tout simplement. Voilà. Si ça nous intéresse, on va mettre tous les moyens pour le mettre en place. Et si ça ne nous intéresse pas, ben, ça ne va pas décoller, tout simplement. Et pour rebondir aussi, le sujet en France, hein, c'est qu'il y a une multitude de noms. Hein, quand on creuse, surdoué, doué, zèbre, neuroatypique, caméléon, alors que dans d'autres pays, il y a un ou deux noms. Donc, ça amène aussi cette notion de les experts en France n'arrivent pas à se statuer sur un nom. Et pour en revenir aussi, il y avait une notion de être HPI et avoir un THPI. J'ai envie de dire, c'est la même façon que de se dire, tiens, tu fais quoi dans la vie? Je suis médecin. Je suis boulanger. On s'identifie alors que notre métier n'est pas qui on est. Donc ça, c'est peut-être un excès de vocabulaire. Si vous posez des questions quand vous faites des rencontres en dîner ou en entreprise, vous demandez aux gens, tiens, et on peut être vous êtes à peu près, la majorité va se définir par son métier. Oui, c'est pour ça que je dis on peut être éboueur et être haut potentiel. Il n'y a rien à voir entre le métier et haut potentiel. Il n'y a rien à voir. C'est ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'est pas multicompétence. C'est des âneries, ça. Mais c'était pour ramener aussi cette notion de se le définir parce que oui, c'est encore une fois, ça va être sa vision des choses. Pour des personnes, elles vont se définir par leur métier, d'autres par leurs caractéristiques. Donc là-dessus, c'est aussi une question de terme, encore une fois. Hein. C'est comme si c'est la façon dont on se voit et dont on se définit, en fait. C'est pas une question de se dire c'est comme ça qu'on doit dire. Il y en a qui vont utiliser, moi j'utilise souvent concerné. Et ça, c'est vraiment aussi propre à chacun de... Alors, moi, je vous donne ma vision parce que vous avez vu, je suis une Asiatique. Hein. Je ne peux pas cacher. Mais j'ai l'impression que c'est tabou ici d'avoir plusieurs compétences. Voilà, c'est tabou. C'est tabou parce qu'on n'a pas de diplôme. C'est tabou de savoir faire plusieurs choses. En tant qu'Asiatique, et je vis dans le milieu asiatique, les Asiatiques, ils valorisent plutôt les multicompétences comme la bienvenue. Donc, c'est le résultat qui compte, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas le métier, on ne valorise pas ça du tout. Alors, je donne un exemple. Par exemple, un Asiatique, en général, il parle 2 à 3 langues, c'est un minimum dans chaque famille. Ici, je suis désolée, quand tu parles 2 langues, c'est extraordinaire. 3 langues, oh là là, c'est superbe. Je ne sais pas quoi, on lui donne quoi comme diplôme, mais ça, chez nous, c'est la normalité. Tu vois? Donc, multicompétence, ici, on a du mal à vivre. Moi-même, je trouve que j'ai du mal à vivre ici, parce que la multicompétence n'est pas valorisée, c'est méprisé au contraire. Ben, ça rejoint les commentaires qui avaient eu trop de choses, trop dispersées. On vit dans des cases prédéfinies par la normalité, mais moi je dirais, c'est quoi la normalité? La normalité, elle est créée par la majorité, mais la majorité ne veut pas dire qu'ils sont normales. Voilà, moi le mot normal, ça me gêne énormément. Pourquoi lui il est normal? Pourquoi moi je ne suis pas normale? C'est pas parce que je me suis pas battue, cognée pour avoir la case que je deviens pas normale. Mais parce que nous vivons dans la résilience. Les gens comme nous, on est dans la résilience. On ne se bat pas pour avoir des cases qui nous appartiennent. Alors, maintenant, je dis, il faut maintenant se battre comme les autres. Parce que sinon, on reste toujours dans la case handicapé. Et ça aussi, j'ai horreur le mot case handicapé. Pour moi, les gens comme nous, on a des difficultés. Nous ne sommes pas handicapés. Nous avons des difficultés. Donc maintenant, si on doit regarder dans l'ensemble, qui n'a pas de difficultés? C'est ça, bon. Et on se contente à rester et accepter d'être dans les cases des handicapés. On nous appelle les handicaps invisibles. Moi, ça me blesse qu'on m'appelle handicapé. Je me suis dit, si tous les gens sont handicapés comme moi, il n'y aura pas de problème. Voilà. Mais malheureusement, beaucoup de HP aiment avoir cette case
handicap invisible. Mm. Je vous laisse continuer, mes chers. Là, je vous ai pris la parole d'un coup. Alors, je suis d'accord avec toi, Chavi, sur le côté handicap. C'est un mot qui me dérange beaucoup, surtout que Ouais, moi, ça me dérange vraiment. quand quelqu'un qui est HPI est bien à trouver sa place, il brille, quoi. Donc, il n'y a pas du tout de handicap. On nous dit inclusion, handicap invisible. Moi, je suis désolée, je ne me sens pas handicapée. Hein. C'est ça, tout à fait. Et pourtant, il n'y a que cette case-là. Oui. Donc, est-ce qu'il faut accepter cette case? Non, je ne crois pas qu'il faille mettre les HPI dans le handicap. Mais je pense que le HPI, c'est une particularité où la personne doit bien se connaître, doit prendre le temps de bien se connaître, de savoir quelles sont ses valeurs, quelles sont les choses hyper importantes pour elle. Ensuite, trouver un endroit où elle est bien pour travailler. Et ensuite, par contre, laisser briller, quoi. Eva, Voilà. je sais pas. Oui, et c'est hyper intéressant ce mot briller parce qu'on sent que pour beaucoup de personnes, il peut être percutant. De oser et ça va vraiment être la base, c'est la connaissance de soi comme tout le monde, mais j'ai envie de dire encore plus parce qu'il y a des enjeux où comme on se retrouve pas chez les autres, parce que statistiquement il y en a pas beaucoup, on se dit en fait c'est moi le problème, et ça c'est là où je mettrais la notion de norme au sens statistique et pas au sens bien pas bien, vraiment de se dire ok, comme il y en a pas beaucoup, tiens, c'est pour ça que je me retrouve pas dans le groupe. S'il y a un groupe de 30, il y en a un, voire deux, parce qu'il y a des métiers aussi qui attirent plus. Hein. C'est ce qu'on disait. Hein. C'est pour ça que des fois, on va dire, tiens, mais là, il y a là, et puis on a un peu des détecteurs après. Hein. On se dit, ah, tiens, un collègue, une collègue. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui portent le masque, pour pas, soit par ignorance, parce qu'elles ne savent pas qu'elles le sont, donc des fois, c'est un peu complexe parce qu'on se dit, ah, peut-être, mais en même temps, l'autre a mis son masque pour se camoufler. Donc, du coup, des fois, on a plus de difficultés. Mais quand on commence à vraiment explorer qui on est, et puis il y a un moment, plus on va être OK avec qui on est, moins ce sera un sujet aussi. Moins les choses viendront nous toucher. Alors, ça peut sembler d'une banalité confrontante, mais se dire, finalement, est-ce que les étoiles entre elles se reprochent de briller? Est-ce qu'on se dit tiens, elle brille plus que elle? Non, ça crée l'harmonie du ciel. Donc se dire tiens, si je m'autorise à briller, je permets aux autres de faire pareil, et inspirons-nous au lieu de vouloir contenir, quoi. Si chacun est vraiment en entreprise, si chacun déploie ce pourquoi il est bon, mais l'entreprise, elle devient inarrêtable, et les personnes, elles font grandir tout le monde. Donc comme tu disais tout à l'heure, le sportif, ça choque personne. Moi, j'avais fait un post là-dessus sur Ocean Ball. Personne lui dire cours moins vite parce que y a 7 milliards de personnes qui courent moins vite que toi, ça nous heurte. Donc, c'est de se dire tiens, cette personne, c'est bien ce qu'elle fait. Moi, je trouve ça génial. Comment je pourrais faire pour faire comme elle? Comment je pourrais m'inspirer, grandir de qui elle est? Donc, plus on va être là-dedans, et plus on sera OK à se dire en fait. Je me fous la paix et j'accepte d'arrêter de me conditionner par le regard de l'autre, quoi. Trop, je crois que le mot qui qualifie le plus, c'est trop. Ouais, mais trop, finalement, il faut aussi accepter que quand on est intense, oui, on en voit plus que les autres, des fois, sont capables de recevoir. Et c'est pas... moi, pour ma part, je me rends compte que je peux parler beaucoup. Et des fois, je me dis, oh là là, ça doit pas être si évident que ça pour les autres, des fois. Donc, c'est accepter de se dire, OK, dans ce cas-là, je vais aller dans plein de groupes et je pourrais parler à plein de monde. Voilà, moi, je pense que les HP, ce sont des gens souvent dans la bienveillance, dans la résilience. Ce sont des gens, entre guillemets, dociles. Ils préfèrent tout garder en eux. Donc, du coup, ils ne se montrent pas. Et comme ils ne se montrent pas, les gens pensent qu'ils sont idiots. Voilà. Là, c'est une erreur gravissime. Maintenant, il faut prendre notre place, simplement. Et reprendre notre case, mais pas toujours rester dans la case handicapée qui, pour moi personnellement, ça me gêne ce mot, et que beaucoup de hauts potentiels préfèrent et aiment rester dans ce case. Voilà. Donc, avant de terminer notre dernière question, on va peut-être répondre à la vision de nos membres qui ont participé à notre conférence. Vous pouvez, Kevin, nous montrer une des questions qu'on pourrait répondre? Par exemple, Julie. Julie, ça c'est Célia.
Alors, pour éviter les jalousies, on va essayer peut-être de changer. Célia, on a déjà répondu. Non, Julie, c'est là. Julie, j'avais trouvé ma place. Voilà, j'avais trouvé ma place, je brillais et occupais un poste durant 19 ans et j'ai ailleurs fait une maîtrise universitaire pour améliorer la qualité des services de ma clientèle. Mais un changement de collègue et de supérieur immédiat, la jalousie. Oh, la jalousie, la jalousie. Il faut qu'ils prennent une formation confiance en soi, les gens qui sont jaloux de nous. C'est fatigant, ça. C'est le reflet de leur faiblesse qui nous renvoie. Ouais. Donc, il faut arrêter les gens qui sont jaloux. Il faut sortir ce slogan que je donne à mes enfants. Ben, tu dis, voilà, confiance en soi, prends la formation et ça ira mieux. Non. Donc voilà, il y a Béatrice. Les HP abordent, se remet toujours en question lorsqu'il est confronté à un problème de comportement. Eva. Oui, il peut y avoir des fois cette notion. Moi, j'aime bien surfer sur les clichés quand j'aborde mes postes avec les HP, c'est des rebelles ou ils supportent pas l'autorité ou la hiérarchie. Parce que c'est justement là ce que dit Béatrice, hein, quand on est confronté à un problème de comportement, de non-congruence, ou ce truc de mettre sous couvercle ceux qui veulent limiter justement pour pas venir être heurtés dans leur ego, c'est là où il va y avoir quelque part du remue-ménage pour le HP, parce que ça va être vraiment confrontant pour lui de se dire mais c'est pas congruent. Donc des fois on en a conscience, puis des fois c'est là où on peut rebeller l'autorité au sens, c'est pas l'autorité, c'est ce qui est dit, ou pas comprendre, enfin c'est pas comprendre, mais c'est des fois se dire pour le collectif, je vais passer outre la hiérarchie et je vais aller en direct avec les personnes. Et donc, ces notions de il faut passer par le hiérarchique de un tel qui communique avec le hiérarchique de l'autre pour recascader, ça peut vraiment être heurtant, une perte de temps, parce qu'il y a cette notion de ça n'a pas de sens en fait. Donc, c'est là où, en effet, et comme le disait Julie, des fois, ça peut être une personne, mais ça va être aussi pour des personnes plus classiques. Des fois, on le voit, pour un manager qui arrive, qui n'est pas forcément à sa place, ça va avoir un impact malheureusement sur les équipes. Donc, c'est aussi revenir à se dire, en fait, c'est quoi qui est challengé dans ces cas-là? Parce que souvent, on se remet en cause soi, mais on ne se dit pas, tiens, c'est ma valeur en fait qui est challengée. Ou là, c'est ça qui n'est pas OK. Au lieu de se dire, c'est moi, faire ce pas de côté, se dire, tiens, c'est quoi que ça vient toucher en moi? Ah bah ouais, mais en fait, je comprends. Cette personne, elle ne nous laisse pas autonomes. L'autonomie, c'est hyper important pour moi. Ah bah, je comprends que c'est ça qui vient être heurté. Et ça permet aussi une sorte d'apaisement et d'arrêter de se mettre en 12 et là, de mettre son cerveau en mode c'est quoi mon problème? Pourquoi c'est moi qui ne vais pas? C'est vraiment revenir à ah bah, je comprends l'émotion, pourquoi elle est là. Je comprends ce qui vient d'être touché. Et j'arrête de me remettre tout en cause et me dire que je ne suis pas une bonne personne. Ou, bref, toutes ces cogitations dans lesquelles on peut partir. En fait. Alors là, nous avons 8 minutes pour terminer le live. Donc, il y a encore une question. Il faut accélérer un peu la cadence. Donc, la dernière question, c'est comment les hauts potentiels réagissent-ils face à des problèmes? Cécile. Eva, il faut se reposer un peu. Du coup, il y a cette notion de recherche de complexité. En fait, le cerveau d'un HPI a vraiment besoin que ça soit complexe. Ils vont être justement très bons là où ça va être complexe. Et du coup, bizarrement, ils peuvent même être très mauvais, en fait, sur quelque chose de simple. Et ils peuvent même être attaqués par la hiérarchie sur quelque chose qui semble super simple pour tout le monde et que du coup, ils ont du mal à faire parce qu'ils trouvent ça, comme tu disais tout à l'heure, Chavi, complètement inintéressant. Donc, en fait, ils vont même jamais le faire, quoi. Ils vont procrastiner, laisser ça dans un coin et tout ça. C'est de l'administratif, c'est des choses comme ça. Et puis, du coup, ils peuvent être très embêtés sur ce niveau-là, sur le niveau terre à terre qui les intéresse pas du tout. Et par contre, en effet, le cerveau va vraiment s'amuser dans la complexité. Donc, c'est aussi un challenge pour eux. Bizarrement, ça va être beaucoup plus, le challenge va être plus de faire les choses simples que de faire les choses complexes, quoi, en fait.
Donc, Eva, et ensuite je fais la conclusion. Oui. Eh ben oui, en effet, il y a ce côté créativité qui va pouvoir s'exprimer. Donc, en étant orienté solution, c'est un peu un challenge, un défi. Donc, il y a ce côté, comme tu disais aussi, Cécile, des thématiques complexes. Les gens, ils ont cette appétence pour des sujets complexes, des choses où le cerveau il va pouvoir tourner, il va pouvoir un petit peu s'activer dans le sens positif du terme. Et en étant orienté solution, parce que des fois, il va y avoir aussi ce côté oh, ce truc, ça m'a mis complètement à terre, parce que là, on est quand même plus orienté entreprise, mais quand on est face aussi à une difficulté perso, il va y avoir ce truc qui peut venir percuter, et puis derrière, il y a le process intérieur qui va se remettre en route à dire, tiens, et je pourrais faire comment, et c'est quoi mes solutions. Donc, c'est en effet aussi se nourrir. On en revient à se nourrir dans différentes thématiques, et c'est là où l'innovation et la solution, elle peut être présente. Parce que ça va être... comment je fais ce pas de côté, en fait, et pas être toujours dans le même fonctionnement. Les solutions, c'est aussi s'autoriser à sortir du cadre, en fait. S'autoriser des fois à balancer des choses qui peuvent sembler pas du tout cohérentes, mais c'est là aussi où on va permettre de l'innovation et de rebondir dans sa créativité et faire du lien. Parce qu'il y a cette compétence-là. Donc, pour finir, je vais faire la conclusion comme convenu. Donc, vous avez compris, un HP multipotentiel était vraiment un vrai atout pour les entreprises. Souvent, ils ont une pensée holistique. Son objectif principal, c'est orienter vers un résultat concret. Voilà, ce sont des gens qui ont une capacité de travail et de réflexion hors norme. Donc, pour avoir un peu de lumière pour nous et avoir la vraie case, donc j'ai créé un groupe que j'appelle Constellation HP, que je vais vous inviter dès qu'on aura fini le live. Et j'ai créé aussi un réseau Entreprend atypique. Parce qu'au lieu de tourner en rond tout seul, alors qu'on a la réponse, mais on aimerait bien discuter avec d'autres personnes. Je sais, on est bête, mais c'est comme ça. Voilà. Au lieu de poser des questions, tourner en rond tout seul, on n'a qu'à se poser entre nous, ça ira mieux. Voilà, le réseau Entreprend atypique que j'appelle Unisson regroupe les entrepreneurs atypiques, les demandeurs d'emploi atypiques, les alternants, etc., pour justement qu'il y ait une synergie, une compréhension entre nous et une entraide, parce que j'estime qu'on est un petit peu dans la maltraitance. Voilà. Donc maintenant, il faut se réunir pour justement avoir un peu, comment dire, avoir notre place au soleil, tout simplement. Voilà. Donc, au mois de septembre, à l'entrée, je souhaite faire une autre conférence qui me tient aussi à cœur. C'est les harcèlements scolaires pour les enfants HP. On n'en parle pas assez. Nous, on peut se défendre parce que maintenant, on est grand, on arrive à se défendre. Mais quand on est petit, c'est terrible. Voilà. Donc, pensez aussi aux enfants. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci tout le monde. Merci.